Ma fille pensait que je ne l'avais pas vu glisser une fiole de liquide bleu étrange dans mon velouté de fruits de mer. Elle m'a souri, pensant qu'elle avait gagné, pensant que le vieil homme était trop aveugle pour remarquer sa propre exécution. Mais au moment où elle s'est retournée pour chercher le pain, j'ai échangé mon bol avec celui de son mari. 10 minutes plus tard, il était au sol, suffocant, de la mousse à la bouche, et moi, je finissais tranquillement mon repas. Avant de vous raconter comment ma propre famille a essayé de me tuer et comment je les ai fait payer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Likez et abonnez-vous si vous avez déjà dû donner une leçon inoubliable à un membre ingrat de votre famille. C'était un dimanche à Lyon humide et lourd, tout comme l'atmosphère à l'intérieur de ma propre maison. Je suis Gérard Morin, 72 ans, ingénieur en chef à la retraite de la SNCF. J'ai passé 40 ans à écouter le rythme de l'acier sur l'acier, apprenant que même la plus petite fissure dans un rail peut faire dérailler 1000 tonnes de fer. J'applique cette même logique à ma vie. Ma famille n'était pas simplement fissurée, elle était brisée au-delà de toute réparation. La maison sentait la graisse de lardon et les fausses intentions. Nathalie, ma fille unique, fredonnait dans la cuisine, un son qui autrefois me réjouissait, mais qui maintenant ne signalait que manipulation. Elle avait insisté pour préparer le déjeuner dominical. Elle disait qu'elle préparait un velouté de fruits de mer, sa spécialité. Elle sait que je déteste les soupes à base de crème. Elle me reste sur l'estomac et me rappelle la nourriture d'hôpital, mais elle a insisté que c'était spécial, juste pour moi. Dans le salon, Thibault, l'homme qu'elle a épousé contre mon avis, était avachi dans mon fauteuil en cuir, comme s'il possédait l'acte de propriété. Il a 35 ans, un ancien agent immobilier raté qui parle de crypto-monnaie et de revente d'appartements tout en vivant gratuitement sous mon toit. Il n'a même pas levé les yeux quand je suis entré avec ma canne tapant contre le parquet. Il a juste gardé les yeux collés au match de football, se grattant le ventre, ses pieds posés sur la table basse que ma défunte épouse, Béatrice, et moi avions acheté il y a 30 ans. Ils ont emménagé il y a 6 mois, prétendant vouloir s'occuper de moi dans ma vieillesse. C'est le mensonge qu'ils racontent aux voisins et à la paroisse. La vérité, c'est qu'ils ont perdu leur appartement, épuisé leur carte de crédit et avaient besoin d'un hôte à parasiter. J'ai regardé Thibault attraper une bière, une de mes bières, et j'ai senti un nœud froid de dégoût dans ma poitrine. « Et Gérard, le repas arrive ou quoi? Je meurs de faim ici, a-t-il crié vers la cuisine, sans même me faire l'honneur d'un regard. Il ne m'appelle jamais papa, juste Gérard. J'ai serré la poignée de ma canne jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Patience, Gérard, tu as appris la patience en attendant les signaux sur la ligne de minuit. Tu peux attendre encore un peu. » Je me suis dirigé vers la cuisine, avançant lentement, jouant le rôle du vieil homme fragile qu'il voulait désespérément que je sois. La cuisine est le cœur de cette maison, mais aujourd'hui elle ressemblait à une scène de crime. Nathalie se tenait devant la cuisinière, dos à moi, remuant une casserole qui bouillonnait épais. Elle n'a pas entendu mes pantoufles à semelles souples approcher. Je me suis arrêté dans l'encadrement de la porte, restant dans l'ombre du couloir. Je n'ai pas annoncé ma présence. Des années d'inspection de train m'ont appris qu'on voit le plus quand les gens pensent que personne ne regarde. J'ai regardé par-dessus son épaule vers la vitre noire du micro-ondes encastrée au-dessus de la cuisinière. Elle servait de miroir parfait. À travers ce reflet, j'ai vu sa main plonger profondément dans la poche de son tablier. Elle a sorti une petite fiole en verre, pas plus grande qu'une clé USB. Elle contenait un liquide qui semblait bleu pâle, artificiel comme du détergent. Mon cœur ne s'est pas emballé. Mon pouls n'a pas grimpé. Au lieu de cela, une vague de clarté froide et glaciale m'a envahi. C'était le sentiment de confirmer une défaillance structurelle. J'ai regardé dans le reflet alors qu'elle débouchait la fiole avec des doigts tremblants. Elle a regardé par-dessus son épaule, les yeux grands ouverts et craintifs, scrutant le salon où Thibault criait sur la télévision. Elle ne m'a pas vu dans l'ombre. Satisfaite de n'être pas observée, elle s'est retournée vers le plan de travail et a versé chaque goutte de ce liquide bleu dans le bol de gauche, mon bol, celui avec la petite ébréchure sur le bord que j'utilise depuis 20 ans. Elle l'a remué rapidement, frénétiquement, enterrant le poison sous le velouté épais et blanc. Puis, elle a pris une grande inspiration, lissé son tablier,
et collait un sourire sur son visage. C'était une transformation terrifiante. Une seconde, elle était une épave nerveuse. La suivante, elle était la fille dévouée. Alors c'est comme ça que ça se termine, ai-je pensé. Pas dans un grand fracas, pas dans un passage digne dans mon sommeil, mais avec un bol de soupe préparé par l'enfant que j'ai élevé. Je n'étais pas choqué. Je n'étais même pas blessé, j'étais simplement prêt. « Papa, le dîner est prêt. »« Viens t'asseoir » appela Nathalie, sa voix légèrement plus aiguë que la normale. Je suis entré dans la lumière de la cuisine, m'appuyant lourdement sur ma canne, traînant mes pieds plus que nécessaire. Elle avait placé les 2 bols sur l'îlot de cuisine. Celui empoisonné, celui dans le bol ébréché, était clairement placé en bout de table, où je m'assois toujours. Thibaut s'est traîné depuis le canapé, grognant comme si marcher 6 mètres était un marathon. « Enfin, je pourrais manger un cheval », a-t-il grommelé en prenant sa place en face de moi. Nathalie s'est retournée vers le four. Son dos nous faisait face à nouveau. « Oh zut, j'ai oublié le pain à l'ail dans le réchaud. Je reviens tout de suite, dit-elle. C'était ça, ma fenêtre d'opportunité. L'univers m'avait donné 3 secondes. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas tremblé. Mes mains d'ingénieur, stables comme des rails d'acier, se sont tendues à travers la table. D'un mouvement fluide, j'ai glissé mon bol ébréché vers la place de Thibaut et tiré son bol intact vers la mienne. J'ai fait tourner les cuillères pour qu'elles paraissent intactes, parfaitement alignées. C'était impeccable. Un tour de magie exécuté par un homme luttant pour sa vie. Quand Nathalie s'est retournée avec la corbeille de pain, j'étais exactement là où elle m'avait laissé, mes mains reposant innocemment sur ma canne. Elle a regardé les bols, elle m'a regardé, elle n'a rien remarqué. Son arrogance l'aveuglait, elle supposait que j'étais trop lent, trop vieux, trop stupide pour réagir. Thibaut s'est assis et a tiré le bol vers lui, la vapeur montant vers son visage. « Ça a l'air bon, chéri, dit-il en attrapant une cuillère. Il n'a pas attendu le bénédicité. Il n'a pas attendu que je m'assoie. Il a juste enfourné une énorme cuillerée du velouté contaminé dans sa bouche. Je me suis assis en face de lui, me déplaçant avec une lenteur agonisante. J'ai pris ma cuillère. J'ai regardé ma fille dans les yeux. « Merci d'avoir cuisiné, Nathalie, ai-je dit, ma voix stable et profonde. Nous avons mangé en silence. Le seul son était le cliquetis des cuillères et la mastication bruyante et humide de Thibaut. La soupe que je mangeais était en fait décente, riche et savoureuse, moins l'additif mortel. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, les observant. Nathalie ne mangeait pas. Elle me surveillait comme un faucon surveille une souris mourante. Elle attendait que je m'étouffe. Elle attendait que je me saisisse la poitrine. Elle attendait que son héritage se concrétise. Chaque fois que j'avalais, elle tressaillait légèrement. Thibaut, cependant, dévorait son repas. Il a essuyé le bol avec un morceau de pain à l'ail, épongeant les dernières gouttes du poison bleu. « Ça fait du bien », a-t-il rôté en se tapotant l'estomac. J'ai fini mon bol et posé la cuillère doucement. Puis ça a commencé. Thibaut a froncé les sourcils. Il a touché sa gorge, la frottant comme s'il avait avalé une abeille. « Il fait chaud ici ?» a-t-il demandé en tirant sur son col. Son visage, habituellement pâle, a commencé à virer à un rouge vif et alarmant. Il s'est levé, renversant sa chaise avec un grand fracas. Il griffait son cou, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson sur un quai. Ses yeux sortèrent de sa tête, injectés de sang et terrifiés. De la mousse blanche et spumeuse a commencé à s'accumuler au coin de sa bouche. Il a essayé de parler, d'appeler sa femme, mais seul un gargouillis humide est sorti. Il s'est effondré sur le carrelage, son corps secoué de convulsions violentes, ses talons tambourinant contre les placards. Nathalie a hurlé. C'était un son à glacer le sang qui a brisé le calme dominical. Elle a laissé tomber son verre d'eau et il s'est fracassé en 1000 morceaux. Elle a regardé Thibaut se tordre sur le sol, puis elle m'a regardé. J'étais assis calmement, m'essuyant la bouche avec une serviette en papier, regardant le chaos avec le détachement d'un étranger. Elle a regardé mon bol vide, puis elle a regardé le bol vide de Thibaut. La réalisation l'a frappée comme un train de marchandises. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur, pas seulement pour son mari, mais pour elle-même. « Papa !» Elle a hurlé, pointant un doigt tremblant vers moi, son visage tordu d'accusation. « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as tué. C'était ma soupe, elle venait d'avouer. Mais dans la panique du moment,
Elle n'a même pas réalisé ce qu'elle avait dit. Je l'ai regardée, mon expression froide comme la pierre. Je me suis penché en avant et j'ai murmuré pour qu'elle seule puisse entendre par-dessus les halètements de Thibault. Il a mangé dans le bol que tu lui as donné, Nathalie. Je suppose qu'il a simplement plus aimé ta cuisine que moi. Les lumières rouges et blanches de l'ambulance pulsaient à travers la fenêtre d'entrée, tranchant à travers la nuit lyonnaise humide comme un stroboscope dans un film d'horreur. Le chaos avait englouti mon salon, mais je restais l'œil du cyclone. J'étais assis dans mon fauteuil en cuir, mes mains reposant calmement sur la tête de ma canne, regardant les ambulanciers travailler sur l'homme qui avait prévu de me regarder mourir ce soir. Ils ont déchiré la chemise de Thibault, les boutons sautant sur le parquet, attachant des électrodes sur sa poitrine glabre. Son corps s'arquait du sol, ses talons tambourinant un rythme frénétique contre le bois. Nathalie était hystérique. Elle planait au-dessus d'eux, ses mains tremblantes, son visage un masque de maquillage ruiné et de terreur. Elle ne pleurait pas pour son mari. Je connaissais ma fille. Elle pleurait parce que son plan avait spectaculairement échoué. « Monsieur, nous avons besoin que vous reculiez. » Un ambulancier m'a crié, pensant que j'étais en état de choc. Je n'ai pas bougé. « Je suis très bien ici, » ai-je répondu, ma voix égale et dénuée d'émotion. Ils ont chargé Thibault sur le brancard. Il était inconscient maintenant, sa respiration superficielle et rauque, un filet de bave coulant sur son menton. Alors qu'il le roulait vers la porte, Nathalie s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis d'un mélange de peur et de haine qui aurait brisé le cœur d'un père plus faible. Mais mon cœur s'était calcifié depuis longtemps. « Papa, tu dois venir avec nous », a-t-elle crié en attrapant son sac à main. « Tu dois expliquer ce que tu as fait. » Je me suis levé lentement, utilisant la canne. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que cela ajoutait à l'image du vieil homme fragile qu'il sous-estimait. « Je n'ai rien fait, Nathalie, » ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. « J'ai simplement mangé mon dîner. » Puis je me suis penché près d'elle, ignorant les ambulanciers qui s'affairaient autour de nous. « Mais dis-moi quelque chose. Il a mangé la soupe de mon bol, n'est-ce pas ?» La couleur a complètement quitté son visage, la rendant semblable à un fantôme. Elle a ouvert la bouche pour parler, pour nier, pour crier, mais aucun son n'est sorti. La réalisation que je savais, que j'avais su tout le temps, lui a bloqué la gorge. Elle a trébuché en arrière, manquant de tomber sur le tapis, et s'est enfuie par la porte après le brancard, sans dire un mot de plus. Je l'ai suivie à mon propre rythme, verrouillant la porte d'entrée derrière moi. Un ingénieur à la retraite ne laisse pas son poste non sécurisé, même en cas d'urgence. Alors que j'étais assis à l'arrière de la voiture de police qui proposait de m'emmener à l'hôpital, j'ai regardé les lumières de la ville défiler. Mon esprit a dérivé vers un mardi après-midi, 3 mois plus tôt. C'était le jour où la guerre avait vraiment commencé. Thibault m'avait coincé dans le garage pendant que j'organisais mes outils. Il n'a pas proposé d'aider. Il s'est juste appuyé contre mon établi, buvant une bière qu'il n'avait pas payée. « Gérard, écoute, j'ai cette opportunité. » Il avait commencé à utiliser cette voix de commercial qui me donnait la chair de poule. « C'est un investissement en crypto, rendement garanti x 10 en 1 mois. J'ai juste besoin de 50 000 €, un prêt relais. » Je n'ai même pas levé les yeux du moteur de tondeuse que je réparais. « Trouve un travail, Thibault, » avais-je dit. Il avait ri alors, un son sec et sans humour. « Tu es assis sur tout ce capital, Gérard. Tu as des actions, tu as la retraite, tu as cette maison. Tu ne peux pas l'emporter avec toi. » Je l'ai finalement regardé alors. Il souriait, mais ses yeux étaient en froid. « Les gens de ton âge ont des accidents tout le temps, Gérard. Les escaliers sont glissants. Les cuisinières à gaz restent allumées. Ce serait dommage si quelque chose arrivait avant que tu ne profites de ton argent. » Il a pris une gorgée de sa bière et s'est éloigné. Ce n'était pas une demande de prêt. C'était une déclaration d'intention. J'ai réalisé alors que mon silence sur ma vraie valeur nette ne m'avait pas protégé. Il les avait seulement rendus impatients. Ils pensaient que j'étais un vieil homme avare, avec un modeste pécule. S'ils avaient su que j'avais des millions en terrains et actions de premier ordre, accumulés sur 40 ans de travail ferroviaire, ils n'auraient pas attendu 3 mois. Ils auraient brûlé la maison cette nuit-là. La salle d'attente de l'hôpital Édouard Herriot sentait l'antiseptique et le café rassis.
J'étais assis sur une chaise en plastique, lisant un vieux magazine, pendant que Nathalie faisait les 100 pas en se rongeant les ongles. Un médecin est apparu par les portes doubles, l'air grave. « Famille de Thibault Lefebvre » a-t-il appelé. Nathalie s'est précipitée vers lui. Je suis resté assis, écoutant. « Madame Lefebvre, votre mari est dans un état critique », a dit le médecin en consultant son dossier. « Nous avons trouvé de fortes concentrations d'une substance appelée xylazine dans son organisme. C'est un puissant sédatif vétérinaire, souvent utilisé pour les chevaux. Combiné avec l'alcool dans son système, cela a causé une dépression respiratoire sévère et une crise convulsive. S'il était arrivé 10 minutes plus tard, il serait mort. Du tranquillisant pour chevaux. Ma fille avait mis assez de tranquillisant pour chevaux dans ma soupe pour tuer un percheron, sans parler d'un homme de 72 ans. Elle ne voulait vraiment prendre aucun risque. Nathalie s'est couvert la bouche, laissant échapper un sanglot qui sonnait faux à mes oreilles. « Oh mon Dieu !» a-t-elle pleuré. « Comment est-ce possible ?» Puis elle s'est retournée, pointant un doigt tremblant vers moi à travers la pièce. « C'est lui, c'est mon père. » Le médecin m'a regardé puis est revenu vers Nathalie. « Madame ?» a-t-il demandé, confus. « Il a la démence ?» a menti Nathalie, sa voix montant dans les aigus. « Il confond ses médicaments. Il a ses gouttes pour son glaucome, et il se trompe. Il a dû les mettre dans la soupe, pensant que c'était de l'assaisonnement. Je lui ai dit qu'il ne devrait pas être dans la cuisine. Il est dangereux. Il a failli tuer mon mari. » Le médecin m'a regardé avec un mélange de pitié et de suspicion. J'étais assis là, clignant des yeux lentement, jouant le rôle. Je n'avais pas de glaucome. Je n'avais pas de démence. Mais je savais que le nier maintenant en criant à propos de complot meurtrier ne ferait que me faire ressembler au vieillard sénile qu'elle me dépeignait. Je devais être plus intelligent. Je devais être l'ingénieur. 2 policiers se sont approchés de nous, attirés par les accusations de Nathalie. L'un était un jeune gardien de la paix griffonnant dans un carnet. L'autre était plus âgé, un brigadier aux yeux fatigués qui avait vu trop de disputes domestiques. « Madame, êtes-vous en train de dire que votre père a empoisonné votre mari ?» a demandé le brigadier. « Oui » a insisté Nathalie, les larmes coulant sur son visage. « Il perd la tête. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il a besoin d'être placé. Nous avons essayé de lui trouver une place, mais il refuse. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. » Elle construisait son dossier. Ce n'était pas seulement pour couvrir ses traces concernant l'empoisonnement. C'était sa manœuvre pour obtenir la tutelle. Si elle pouvait prouver que j'étais incompétent et dangereux, elle pourrait m'enfermer et prendre le contrôle de tout. Le brigadier s'est approché de moi. Il se tenait au-dessus de ma chaise, sa main posée près de sa ceinture. « Monsieur, savez-vous où vous êtes ?» a-t-il demandé lentement, fort, comme si j'étais sourd. Je l'ai regardé. « Je suis à l'hôpital Édouard Herriot, brigadier, » ai-je dit, ma voix claire et tranchante. « Et je n'ai pas de démence. Ma fille est bouleversée. » Le brigadier a plissé les yeux. « Elle dit que vous avez mis des médicaments dans la nourriture. Est-ce vrai ?» J'ai secoué la tête. « Je n'ai rien mis dans la nourriture. Je n'ai pas cuisiné la nourriture. Nathalie a cuisiné. J'ai juste mangé. » Nathalie s'est précipitée vers nous. Il ment. Il ment toujours quand il est confus. Fouillez ses poches. Il a probablement encore le flacon. Je me suis levé. Puis j'ai vidé mes poches. Un portefeuille, un mouchoir, des clés. Pas de flacon. Le brigadier a regardé Nathalie. « Madame, il n'y a rien ici. » Nathalie avait l'air frénétique. Elle savait que le flacon n'était pas sur moi. Elle savait exactement où il était parce qu'elle l'avait mis là. Mais elle ne pouvait pas le dire. J'ai regardé le brigadier, puis j'ai déplacé mon regard vers Nathalie. Elle s'est figée. « Si vous cherchez la source du poison, officier, » ai-je dit, gardant un ton serviable et doux, « vous devriez peut-être vérifier la poubelle de la cuisine chez moi. Je crois avoir vu ma fille jeter une petite fiole de verre bleu dedans juste avant de servir la soupe. Elle semblait très anxieuse de la cacher sous le marc de café. Et officier, ai-je ajouté en marquant une pause pour l'effet, je parie que si vous vérifiez cette fiole, vous n'y trouverez que ses empreintes digitales. » Nathalie a cessé de respirer. Le piège s'était refermé. La maison était silencieuse quand je suis rentré. Un silence lourd, suffocant, qui ressemblait plus à un souffle retenu qu'à la paix. J'ai verrouillé la porte d'entrée,
engageant le verrou et la chaîne, mes vieilles mains se déplaçant avec une précision pratiquée. Je ne suis pas allé dans ma chambre. Je ne suis pas allé dans la cuisine nettoyer les restes du dîner empoisonné. Je suis allé directement dans la chambre d'amis, la pièce que Nathalie et Thibault avaient réclamée il y a 6 mois. Ils avaient emménagé avec seulement quelques valises, prétendant vouloir réduire leur train de vie pour économiser pour une maison de rêve. Maintenant, je savais que le seul rêve qu'ils avaient était d'attendre que je meure pour pouvoir encaisser. J'ai poussé la porte. La pièce sentait le déodorant bon marché de Thibault et le parfum vanillé écœurant de Nathalie. Une odeur qui masquait à peine l'odeur sous-jacente de linge sale et de négligence. J'ai allumé la lumière. C'était un désordre. Des vêtements empilés sur la chaise, des canettes de soda vides jonchaient la table de nuit. J'ai commencé ma fouille. Je n'ai pas fouillé comme un voleur. J'ai cherché comme un ingénieur cherchant une faille. J'ai vérifié sous le matelas. Rien. J'ai vérifié les étagères du placard. Juste des vêtements. Puis j'ai porté mon attention sur le petit coffre-fort de voyage que Nathalie gardait sur le sol du placard. C'était un modèle numérique bon marché, le genre qu'on achète dans un magasin discount. Nathalie utilisait toujours sa date de naissance pour tout. J'ai tapé les chiffres. La lumière est passée au vert. La porte s'est ouverte avec un clic. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux, pas d'argent liquide, pas d'objets de famille. C'était bourré de papier. J'ai pris la pile et l'ai posée sur la table de la cuisine, les étalant sous la lumière crue du lustre. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang, non pas de peur, mais d'une colère profonde et bouillonnante. Ce n'était pas juste des factures, c'étaient des mises en demeure, des lettres menaçantes d'agences de recouvrement, et au fond de la pile, un avis de saisie immobilière pour un appartement dans le 6e arrondissement dont je ne connaissais même pas l'existence. La date sur la saisie était d'il y a 6 mois, la semaine exacte où ils avaient emménagé chez moi. Ils n'étaient pas venus ici par amour, ils étaient venus parce qu'ils étaient à la rue. Je suis resté assis pendant 1 heure à reconstituer les décombres de leur vie financière. Thibault avait tout hypothéqué. Il avait contracté des prêts sur leur appartement, épuisé les cartes de crédit au nom de Nathalie, et même contracté un prêt personnel à taux usuraire auprès d'une société qui n'avait pas de site web, juste une boîte postale dans un quartier louche de la ville. Les chiffres étaient stupéfiants. Ils avaient près de 200 000 € de dettes. Mais le document le plus glaçant était une estimation imprimée d'un site immobilier. C'était une impression de mon adresse. Ma maison. Ils avaient entouré la valeur estimée au marqueur rouge. 1,2 million d'euros. J'avais acheté cette maison il y a 40 ans pour une fraction de ce prix, mais le quartier s'était embourgeoisé. Les anciens ateliers ferroviaires étaient maintenant des lofts branchés. Les épiceries de coin étaient maintenant des marchés bio. Ma modeste maison en pierre de 3 chambres était assise sur un double terrain que les promoteurs convoitaient. Pour Thibault et Nathalie, je n'étais pas un père. J'étais un billet de loterie. J'étais un actif à liquider. Ils avaient fait les calculs. Si je mourais, la maison serait à eux. Ils pourraient la vendre au premier promoteur qui frapperait à la porte, rembourser leurs dettes et avoir encore 1 million d'euros à claquer dans les arnaques crypto de Thibault et la vanité de Nathalie. J'ai regardé les dates sur le calendrier du frigo. La saisie de leur appartement avait été finalisée il y a 3 jours. Les usuriers appelaient tous les jours selon les relevés d'appel que j'ai trouvés sur un vieux téléphone qu'ils avaient laissé dans le tiroir. Ils n'avaient plus de temps. C'est pour ça qu'ils avaient escaladé. C'est pour ça que le poison était arrivé ce soir. Ils n'avaient pas des mois à attendre que la nature suive son cours. Ils avaient besoin que je sois mort avant la fin du mois. J'étais assis sur une mine d'or et ils se tenaient sur une mine terrestre. Ils avaient calculé que s'ils me poussaient dehors, ils pourraient me prendre l'or avant que l'explosion ne les atteigne. L'horloge au mur faisait tic-tac bruyamment dans la maison silencieuse. 1 heure du matin. 2 heures du matin. Je suis resté assis dans le noir, les papiers étalés devant moi comme une carte de leur trahison. Je n'avais plus peur d'eux. J'étais dégoûté. Je me sentais idiot de les avoir laissés entrer dans mon sanctuaire, de croire ne serait-ce qu'une seconde que Nathalie voulait se rapprocher de son père. Elle voulait juste se rapprocher de l'acte de propriété. Puis le silence s'est brisé.
3 coups forts et violents ont secoué la porte d'entrée. Le bois a gémi sous l'impact. Je n'ai pas sursauté. Je n'ai pas paniqué. J'ai juste serré ma canne. Une voix profonde et rauque a rugi de l'autre côté. « Thibault, ouvre la porte. » « On sait que tu es là. » J'ai marché doucement jusqu'au couloir, restant hors de la ligne de mire des fenêtres. J'ai regardé par le judas. Un homme se tenait sur mon perron. Il était massif, portant une veste en cuir, malgré la chaleur humide. Il tenait une batte de baseball mollement dans sa main droite, la tapant rythmiquement contre sa cuisse. Une berline sombre tournait au ralenti au bord du trottoir, ses phares éteints. Ce n'était pas un agent de recouvrement. C'était la rue qui venait collecter. « Thibault n'est pas là », ai-je dit à travers la porte, ma voix calme et ferme. « J'appelle la police. » L'homme a ri. C'était un son sec et laid, dit à ce minable qu'il a jusqu'à vendredi. Vendredi, le vieux, où on arrête de demander gentiment. Il a frappé la batte contre le chambranle de la porte une dernière fois, fendant le bois, puis s'est retourné et est retourné à la voiture. Je les ai regardés partir. Mes mains étaient stables, mais mon esprit s'emballait. Vendredi. On était dimanche. Ils avaient 5 jours. Si Thibault ne les payait pas, il reviendrait. Et si Thibault était à l'hôpital ou en prison, il viendrait pour moi. Il supposait que j'étais dans le coup. Il supposait que la maison était la garantie. Je suis retourné à la cuisine, j'ai regardé le téléphone, il était 3 heures du matin. La plupart des gens auraient attendu les heures de bureau, mais je n'étais pas comme la plupart des gens. Et maître Hélène Rousseau n'était pas comme la plupart des avocats. J'ai composé son numéro privé. Elle a répondu à la 2e sonnerie, sa voix claire et alerte comme si elle avait attendu mon appel. « Gérard, dit-elle, il est 3 heures du matin. Dites-moi que personne n'est mort. »« Pas encore, » ai-je répondu. « Mais ils ont essayé. Nathalie a essayé de m'empoisonner ce soir. » Thibault est à l'hôpital, et je viens d'avoir un usurier qui menaçait de défoncer ma porte. Il y a eu une pause sur la ligne. J'ai entendu le froissement des draps, le clic d'une lampe de chevet s'allumant. « Êtes-vous en sécurité en ce moment ?» a-t-elle demandé. « Je suis en sécurité, ai-je dit. Mais j'en ai fini de jouer la défense, Hélène. J'ai trouvé leurs papiers. Ils sont en faillite. Ils sont désespérés. Et ils pensent que je suis un vieillard sénile assis sur une maison à 1 million d'euros. J'ai entendu le son d'un stylo grattant sur du papier. « Que voulez-vous faire, Gérard ?» « Activez le protocole patrimonial, ai-je dit. Je veux que tout soit verrouillé. Je veux que la fiducie soit activée. Et Hélène, je veux que vous prépariez les documents de transfert pour les propriétés qu'ils ne connaissent pas. S'ils veulent la guerre, je vais leur donner l'apocalypse. » « Considérez que c'est fait, » a dit Hélène, sa voix devenant dure et professionnelle. « Reposez-vous un peu, Gérard. D'ici que le soleil se lève, vous serez la cible la plus difficile de Lyon. » J'ai raccroché le téléphone. Je n'ai pas dormi. J'ai fait un pot de café, fort et noir. Je me suis assis dans mon fauteuil face à la porte, ma canne sur les genoux. J'ai attendu que le soleil se lève sur un nouveau monde. Un monde où je n'avais plus de fille, seulement une ennemie. Maître Hélène Rousseau ne sert pas de café dans son cabinet. Elle sert des stratégies, assise derrière un bureau en verre et chrome dominant la skyline lyonnaise. Elle a exposé les nouvelles règles d'engagement. Ils veulent vous faire passer pour sénile, Gérard. Alors laissez-les faire. Si vous ripostez avec logique et colère maintenant, ils prétendront que c'est de l'agressivité, un symptôme de démence. Ils construisent un récit selon lequel vous êtes un vieil homme confus qui a accidentellement empoisonné son gendre parce qu'il a confondu du tranquillisant pour chevaux avec du sel. Donnez-leur exactement ce qu'ils veulent. Devenez le père radoteur et oublieux. Faites-leur croire qu'ils gagnent, parce que quand les amateurs pensent avoir gagné, ils deviennent négligents et font des erreurs. J'ai hoché la tête lentement, digérant l'amertume de son conseil. Cela allait à l'encontre de chaque fibre de mon être. Je suis fier de mon esprit vif et de ma dignité. J'ai passé 40 ans à assurer la sécurité de milliers de passagers en étant précis et inflexible. Mais j'ai compris la mécanique de l'effet de levier. Pour faire dérailler un train, on ne se tient pas devant. On dessert les rails des kilomètres avant le virage. Alors j'ai accepté. Je jouerai l'imbécile. Je les laisserai croire que le lion avait perdu ses dents pendant que j'aiguisais mes griffes dans l'ombre. Thibault est rentré à la maison 2 jours plus tard dans un fauteuil roulant,
poussé par une Nathalie maussade et épuisée. Il ressemblait à un homme qui avait vu l'autre côté et l'avait trouvé terrifiant. Son visage était affaissé du côté gauche, un effet persistant de la neurotoxine, et sa parole était épaisse, un bourdonnement humide. Quand j'ai ouvert la porte, m'appuyant lourdement sur ma canne et plissant les yeux comme si je ne les reconnaissais pas tout à fait, ses yeux se sont écarquillés de pure terreur. Il a essayé de se pousser en arrière dans le fauteuil, ses mains griffant inutilement les roues. Il savait. Il m'a regardé et il n'a pas vu un vieil homme fragile. Il a vu l'exécuteur qui s'était assis en face de lui et l'avait regardé manger du poison sans ciller. Il voulait crier. Il voulait m'accuser, mais il ne pouvait pas, parce que m'accuser revenait à admettre que lui et Nathalie avaient apporté le poison dans la maison en premier lieu. Il était piégé dans son propre silence. « Bienvenue à la maison, mon garçon », ai-je dit, ma voix tremblant d'une faiblesse feinte. J'ai fait du thé. Thibault a tellement sursauté au mot thé qu'il a failli renverser le fauteuil roulant. J'ai souri intérieurement. La peur est un outil puissant, et pour la première fois depuis des mois, la peur avait changé de camp. Le gaslighting a commencé. Dès le lendemain matin, c'était maladroit et évident, mais incessant. Mes lunettes de lecture, que je laisse toujours sur la table de nuit, disparaissaient et apparaissaient dans le réfrigérateur à l'intérieur d'une bouteille de lait. La télécommande se retrouvait dans le lavabo de la salle de bain, trempant dans l'eau. Nathalie me regardait avec une pitié répétée, secouant la tête. « Papa, tu deviens tellement distrait, disait-elle d'une voix forte et lente. Tu te souviens avoir mis le lait dans le placard ?» Je ne discutais pas. Je m'excusais. J'avais l'air confus. Je jouais le rôle qu'Hélène m'avait écrit. Je l'ai laissé voir un homme perdant prise sur la réalité. Mais pendant qu'il dormait, l'ingénieur travaillait. J'ai commandé des micro-caméras en ligne, le genre utilisé pour l'espionnage. Haute définition activée par le mouvement. Je les ai installés à l'intérieur des détecteurs de fumée, derrière les grilles d'aération et dans les moulures de la cuisine. J'ai transformé ma maison en panoptique. 2 nuits plus tard, les caméras ont payé leur prix. J'ai regardé le flux en direct sur ma tablette dans la sécurité verrouillée de ma chambre. Nathalie était dans la cuisine en train de préparer mon tisane du soir. Elle a regardé par-dessus son épaule comme avant, vérifiant le couloir vide. Puis elle a sorti une pilule blanche de sa poche, l'a écrasée avec le dos d'une cuillère et a balayé la poudre dans ma tasse fumante. De l'ambien. Elle me droguait pour s'assurer que je dormais pendant leur fouille nocturne. Je suis descendu, j'ai pris le thé avec une main tremblante et je l'ai remercié, ma voix se cassant de gratitude. Dès que j'étais seul dans ma chambre, j'ai versé chaque goutte dans le pot de ficus dans le coin. Cet arbre va très bien dormir. Mais moi, je suis resté éveillé, les regardant sur mon écran fouillé dans mon bureau en bas, cherchant des comptes bancaires qui n'existaient pas. Puis est venu l'appel qui a confirmé leur prochaine manœuvre. J'étais en train de cirer mes chaussures dans le couloir, appréciant le rythme méditatif de la brosse, quand j'ai entendu Nathalie au téléphone dans la salle à manger. Elle ne chuchotait plus. Elle pensait que j'étais à l'étage, inconscient à cause de l'ambien. Elle pensait qu'elle était en sécurité. « Thibault, donne-moi le numéro de ton ami, » disait-elle, sa voix tranchante et impatiente. « Celui qui a perdu sa licence médicale à Marseille. Oui, le docteur Vernet. Je m'en fiche de combien il prend. On a besoin d'une signature. Thibault, on a besoin d'un professionnel pour dire que papa est incompétent. Ok, demain à 10 heures, amène-le. Je m'assurerai que papa soit malléable. J'ai enregistré chaque mot sur mon téléphone, mes mains stables comme un roc. Il ne se contentait plus de me manipuler. Il faisait venir un mercenaire pour assassiner légalement mon personnage. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai sorti mon plus beau costume pour le lendemain. S'ils voulaient un spectacle, je leur donnerais une performance digne d'un César. Le docteur Philippe Vernet est entré dans mon salon, sentant le bain de bouche à la menthe et le désespoir. C'était un homme maintenu ensemble par du gel pour cheveux et une prière, portant un costume qui coûtait plus que ma première voiture, mais qui était froissé au coude, me disant qu'il avait probablement dormi dedans ou passé la nuit à une table de poker. Thibault l'a accueilli avec une accolade de potes qui a duré trop longtemps, la poignée de main secrète d'hommes qui doivent de l'argent aux mêmes personnes dangereuses.
J'étais assis dans mon fauteuil enveloppé dans une couverture tricotée dont je n'avais pas besoin, les observant à travers des yeux mi-clos. Mon avocate, Hélène, m'avait envoyé son dossier à l'aube. Vernet n'était pas qu'un psychiatre, c'était un passif ambulant. Sa licence était actuellement sous examen à Marseille pour surprescription d'opioïdes, et son rapport de crédit ressemblait à une scène de crime. Il devait 6 chiffres au casino de Monaco et encore 40 000 à un bookmaker dans la presqu'île. Il n'était pas là pour évaluer ma santé mentale, il était là pour vendre sa signature contre de l'argent rapide. Il m'a regardé non pas comme un patient, mais comme une pile de jetons dont il avait besoin pour regagner sa dignité. « Bonjour, monsieur Morin, dit-il, sa voix onctueuse et huileuse comme un vendeur de voitures d'occasion. Je suis ici pour avoir une petite discussion, pour voir comment vous allez. » J'ai fixé un poing derrière son oreille, sur le mur, laissant ma mâchoire pendre légèrement. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, ma voix tremblante. « Êtes-vous l'homme pour réparer la chaudière ?» Vernet a souri à Nathalie, un sourire de prédateur qui disait que ce serait l'argent le plus facile qu'il ait jamais gagné. L'évaluation était une farce, un morceau de théâtre si mal écrit que c'en était insultant. Vernet s'est assis en face de moi, tapotant un stylo doré contre un clipboard, pendant que Nathalie et Thibault planaient dans l'encadrement de la porte comme des vautours attendant que la carcasse refroidisse. « Monsieur Morin, pouvez-vous me dire en quelle année nous sommes ?» a demandé Vernet. J'ai froncé les sourcils, faisant comme si la question nécessitait un calcul complexe. « C'est 1998, ai-je dit, confiant dans mon erreur. Je dois aller à la gare, le fret de 9h15 arrive. » Nathalie a laissé échapper un petit hoquet théâtral, mettant sa main sur sa bouche. « Oh, papa !» a-t-elle chuchoté assez fort pour les derniers rangs. C'est pire que ce que je pensais. J'ai vu Thibault ricaner derrière son dos, son visage toujours affaissé par l'AVC que je lui avais donné, mais ses yeux brillants de cupidité. Il pensait avoir gagné. Il pensait que le vieil ingénieur avait enfin déraillé. Vernet a fait mine d'écrire une longue note. « Et qui est le président, monsieur ?» a-t-il demandé. J'ai regardé autour de la pièce, les yeux s'agitant nerveusement. « Giscard », ai-je chuchoté. « J'aime bien Giscard. » Thibault a vraiment gloussé, un son humide et gargouillant. Vernet a hoché la tête gravement, regardant Nathalie avec une sympathie répétée. « Il semble s'agir d'une démence avancée, Madame Lefebvre. Il est complètement désorienté dans le temps et l'espace. Il représente un danger pour lui-même et pour les autres. Je recommande une prise en charge immédiate et un transfert de procuration financière. » Nathalie a serré Thibault dans ses bras, enfouissant son visage dans son épaule pour cacher son sourire. « Merci, docteur, a-t-elle dit, sa voix épaisse de fausses larmes. Vous n'avez pas idée à quel point cela nous aide. C'était un cours magistral de tromperie, mais ils avaient oublié une chose. Un ingénieur teste toujours l'intégrité du pont avant de le traverser. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau ? Ai-je demandé, ma voix frêle. Nathalie a bondi. « Bien sûr, papa, je vais le chercher. » Elle a tiré Thibault vers la cuisine, pressée de célébrer leur victoire, me laissant seul avec l'homme qui s'apprêtait à signer ma vie. Au moment où ils ont quitté la pièce, l'atmosphère a changé instantanément. Je me suis redressé, laissant tomber la couverture. J'ai fixé Vernet dans les yeux, et le brouillard s'est dissipé de mon visage, ne laissant que le regard dur et froid d'un homme qui avait licencié des gens pour incompétence. « Vous avez un tel, docteur Vernet, ai-je dit, ma voix descendant d'une octave, retrouvant son timbre naturel et autoritaire. Vous tapez votre stylo quand vous bluffez. » Vernet s'est figé. Son stylo s'est arrêté en l'air. « Pardon ?» a-t-il bégayé, son sourire huileux vacillant. Je me suis penché sous le coussin de mon fauteuil et j'ai sorti une épaisse enveloppe Kraft, pas le verre d'eau que Nathalie allait chercher. Je l'ai jeté sur ses genoux. Elle a atterri avec un bruit sourd. Dans cette enveloppe se trouve un relevé de vos transactions au casino de Monte-Carlo du week-end dernier, ai-je dit. Vous avez perdu 12 000 € au blackjack en 4 heures. Vous avez aussi un virement en attente vers un homme nommé Bruno pour 25 000. Si cet argent n'arrive pas vendredi, Bruno va vous casser les pouces. Vernet est devenu livide, la couleur quittant son visage comme si j'avais sorti une arme. « Qui êtes-vous » a-t-il chuchoté. « Je suis l'homme qui peut résoudre votre problème ou mettre fin à votre carrière, ai-je répondu. J'ai sorti une seconde enveloppe de la poche intérieure de ma veste. Celle-ci était blanche et épaisse d'argent liquide.
5 000 €, non traçables. Ça couvre votre paiement d'intérêt à Bruno pour cette semaine. Ça vous fait gagner du temps. Vernet a regardé l'argent, puis moi, puis la porte. « Qu'est-ce que vous voulez » a-t-il demandé, sa voix tremblante. « Je veux que vous signiez 2 papiers, ai-je dit. Un pour ma fille, disant que je suis incompétent, et un pour moi, une attestation notariée établissant que je suis sain d'esprit et de corps, pleinement capable de gérer mes propres affaires, datée d'aujourd'hui, horodatée il y a 5 minutes. Vous donnez le faux à eux, vous me donnez le vrai, et si jamais vous essayez de me trahir ou de témoigner contre moi, j'enverrai à votre femme les photos de vous et de la serveuse du casino de Cannes. Elles sont dans l'enveloppe Kraft aussi. » Jetez un coup d'œil. Il a ouvert l'enveloppe, vu les photos, et m'a regardé avec une pure terreur. Il a réalisé alors qu'il n'avait pas affaire à une victime sénile. Il avait affaire à un prédateur. Vernet a signé les papiers si vite que l'encre avait à peine le temps de sécher. Il a fourré l'argent dans sa poche de veste et la vraie attestation sous mon coussin juste au moment où Nathalie est revenue avec l'eau. Son visage était rougi par la victoire. « Tenez, papa, dit-elle en me tendant le verre. » Vernet s'est levé, boutonnant sa veste froissée, essayant de reprendre contenance. « Madame Lefebvre, j'ai terminé l'évaluation, dit-il, sa voix ne tremblant que légèrement. Votre père est effectivement diminué. Je préparerai le rapport officiel pour le tribunal établissant qu'il nécessite une mise sous tutelle immédiate. Ce sera 500 € pour la consultation. » Nathalie lui a pratiquement jeté sa carte de crédit. « Merci, docteur. » Elle a dit « Vous n'avez pas idée à quel point cela nous aide. » Vernet a pris le paiement, m'a regardé une dernière fois avec les yeux d'un homme qui avait regardé dans l'abîme et s'est enfui par la porte d'entrée. Nathalie s'est retournée vers Thibault et lui a tapé dans la main juste devant moi. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai souri. Ils avaient un papier qui disait qu'ils avaient gagné. J'avais un papier qui prouvait qu'ils étaient des menteurs et assez de levier pour les enterrer tous. Le jeu devenait vraiment intéressant. La date limite des usuriers approchait comme un train de marchandises sans frein, et la tension à l'intérieur de ma maison était assez épaisse pour étouffer. C'était vendredi matin, et Thibault faisait les 100 pas dans le salon traînant sa jambe gauche, qui n'avait toujours pas complètement récupéré des dommages nerveux que je lui avais offerts. Son téléphone vibrait toutes les heures, à l'heure pile. Chaque fois qu'il regardait l'écran, son visage se vidait de sa couleur et il rejetait l'appel. Je savais exactement qui c'était. C'était Bruno, l'usurier qui avait promis de casser les pouces de Thibault si 25 000 € n'apparaissaient pas avant le coucher du soleil. Nathalie était dans un état d'énergie maniaque, nettoyant des surfaces déjà propres. Ses yeux s'agitaient autour de la pièce, scrutant tout ce qui avait de la valeur et qui n'était pas vissé au sol. Ils étaient des rats sur un navire en train de couler, et l'eau montait vite. J'étais assis dans mon fauteuil, écoutant un vieux disque de jazz, les regardant suer. Je savais exactement où leur désespoir allait les mener ensuite. Mon bureau, spécifiquement le coffre-fort ignifugé boulonné au sol dans le placard. Béatrice, ma défunte épouse, y gardait ses bijoux. Un bracelet tennis en diamant, sa bague de fiançailles, un collier de perles évalué à 10 000 €. Nathalie le savait. Elle jouait avec quand elle était enfant, se déguisant devant le miroir. Je pouvais voir le calcul dans ses yeux. Vendre les bijoux de Béatrice couvrirait le paiement des intérêts. Ça leur achèterait une semaine de vie de plus. C'était ignoble, mais prévisible. Vers 14 heures, j'ai faim une sieste. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte bruyamment et j'ai attendu. 10 minutes plus tard, j'ai entendu le craquement du parquet dans le couloir. Ils se dirigeaient vers le bureau. Je leur ai donné 5 minutes pour lutter avec la serrure avant de faire mon entrée. J'ai ouvert la porte du bureau doucement, m'appuyant lourdement sur ma canne. La scène devant moi était pathétique. Thibault était à genoux, transpirant à travers sa chemise, essayant de forcer la porte du coffre avec un tournevis plat. Nathalie éclairait le cadran avec une lampe torche, essayant de se souvenir d'une combinaison qu'elle ne connaissait pas depuis 20 ans. Ils se sont figés quand ils m'ont vu. Thibault a laissé tomber le tournevis et il a claqué bruyamment sur le parquet. Nathalie s'est levée si vite qu'elle a renversé une pile de livres. Ils ressemblaient à des cerfs pris dans les phares, attendant le coup de feu. « Papa !» a bégayé Nathalie.
sa voix haute et coupable. On cherchait juste quelque chose. On a entendu un bruit. On pensait que quelqu'un était entré par effraction. Je ne l'ai pas laissé finir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé la police. J'ai avancé en traînant les pieds, plissant les yeux derrière mes lunettes, laissant ma bouche pendre légèrement ouverte dans un sourire confus. « Oh, Dieu merci, vous êtes là », ai-je dit, ma voix tremblant de soulagement. « Je cherche la clé depuis toute la semaine. Je voulais vérifier les affaires de votre mère, mais j'ai oublié où je l'ai mise. J'ai fouillé dans la poche de mon cardigan et j'ai sorti une petite clé en laiton. » Je l'ai tendue à Thibault, ma main tremblant juste assez pour vendre la performance. « Tu peux l'ouvrir pour moi, fiston ?» Mes mains ne sont plus ce qu'elles étaient. Thibault a regardé la clé, puis moi. Il n'en croyait pas sa chance. Il a arraché la clé de ma main, sa cupidité surpassant ses soupçons. « Bien sûr, Gérard, dit-il, sa voix épaisse de fausse gentillesse. Laisse-moi t'aider avec ça. » Il pensait que j'étais un vieil imbécile sénile qui lui remettait la fortune familiale. Il ne savait pas que je lui remettais une grenade. Thibault a enfoncé la clé dans la serrure et l'a tournée. Le mécanisme a cliqué doucement. Il a tiré la lourde porte en acier, son corps bloquant ma vue, mais je n'avais pas besoin de voir. Je savais exactement ce qu'il y avait à l'intérieur parce que je l'avais vidé il y a 3 jours. J'avais déplacé les bijoux dans un coffre à la banque en centre-ville. À leur place, j'avais laissé une petite surprise. Thibault a plongé la main à l'intérieur, avide d'attraper les écrins en velours. Il s'est figé. Il a retiré sa main tenant un simple livret d'épargne mince et une pile de papier froissé. « Où c'est ?» a sifflé Nathalie, regardant par-dessus son épaule. « Où sont les bijoux de maman ?» Je me suis penché, l'air confus. « Ce n'est pas là ?» ai-je demandé en me grattant la tête. J'ai dû les déplacer. Ou peut-être que je les ai vendus. Je ne me souviens pas. Thibault a jeté les papiers sur le bureau dans une rage. Il a ouvert le livret d'épargne. Ses yeux ont parcouru la dernière ligne. 542 $. C'était le solde que j'avais laissé sur ce compte-leur. 500 €. Pas assez pour payer les intérêts de Bruno. Pas assez pour acheter une voiture d'occasion. Puis il a regardé les autres papiers. Je les avais imprimés sur Internet et vieillis avec des taches de café, de faux privilèges, de fausses factures médicales, de faux avis de dette totalisant près de 100 000 € contre la maison. J'avais créé une trace papier d'un vieillard indigent noyé sous les dettes. Thibault est devenu violet. Il est fauché, a-t-il chuchoté, sa voix s'étranglant dans sa gorge. Nathalie a arraché les papiers. « Non, non, non !» a-t-elle crié, les feuilletant. « Ce n'est pas possible. » La maison a une 2e hypothèque. Il doit à l'hôpital, il n'a rien. Elle m'a regardé avec une haine pure. « Espèce de vieux inutile !» a-t-elle craché. « Où est passé tout l'argent ?» J'ai juste cligné des yeux, regardant le coffre vide. « J'aime acheter des billets de loterie, ai-je marmonné. Je pense que je vais gagner la semaine prochaine. » Nathalie s'est effondrée dans le fauteuil de bureau, sanglotant, non pas de chagrin, mais de la réalisation qu'il n'y avait pas de pot d'or à voler. Thibault a donné un coup de pied dans le bureau, laissant une marque noire sur le bois. « On est mort, a-t-il dit en fixant le mur. « On est vraiment mort. Ils m'ont laissé dans le bureau, m'ignorant complètement comme si j'étais un meuble. Je n'étais plus une personne pour eux. J'étais un puits asséché, une perte d'espace. J'ai écouté depuis le haut des escaliers pendant qu'ils se disputaient dans la cuisine en bas. Le désespoir avait tourné en quelque chose de plus sombre. Le vol n'était plus une option parce qu'il n'y avait rien à voler, ou du moins c'est ce qu'ils pensaient. « On a besoin d'un gros coup », a dit Thibault, sa voix basse et frénétique. « Un gros. L'assurance vie. » Nathalie a cessé de pleurer. « Est-ce qu'il a un contrat ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas, mais on peut en prendre un, » a dit Thibault. « On peut prendre un contrat temporaire. Haute valeur. La mort accidentelle paie double. » J'ai senti un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Il passait à la phase finale. « Et comment on encaisse, Nathalie ?» a demandé, sa voix devenant posée. « Les accidents arrivent, » a répondu Thibault. « Les vieux tombent dans les escaliers tout le temps, surtout quand les escaliers sont glissants. Il est fragile, Nathalie. Il ne survivra pas à une chute. » Je suis retourné dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai regardé les caméras sur ma tablette. Ils se serraient dans les bras dans la cuisine, complotant mon meurtre. Je n'avais pas peur. J'étais insulté.
Il pensait qu'il pouvait me surpasser dans ma propre maison. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Hélène. « Préparez les papiers », ai-je dit. « Ils ont mordu à l'hameçon. Maintenant, on ferme le piège. » Le coup à la porte est arrivé à 9 heures du matin, précis, comme Thibault l'avait promis. Il a ouvert avec une ferveur qui frôlait la manie, faisant entrer un homme qui s'est présenté comme Monsieur Moreau. Moreau était une caricature de professionnel, portant un costume trop brillant et un sourire qui montrait trop de dents. Il portait une mallette en cuir qui avait l'air toute neuve et sentait le cuir synthétique. Thibault l'a présenté comme un entrepreneur, un spécialiste en rénovation domiciliaire qui avait besoin de ma signature pour commencer les réparations structurelles sur le toit. C'était un mensonge si mince que je voyais à travers. J'étais assis à la table de la salle à manger, mes mains tremblant d'une fragilité calculée, pendant que Moreau étalait une épaisse pile de documents devant moi. Ce n'étaient pas des bons de commande ou des permis. Je savais lire à l'envers, une compétence acquise pendant des décennies à examiner des plans de l'autre côté d'une table encombrée. Les en-têtes étaient obscurcies par des post-it marqués « signé ici », mais la mise en page était reconnaissable entre mille. C'était un contrat d'assurance vie temporaire. La valeur nominale était de 2 millions d'euros, avec une clause d'indemnité double pour mort accidentelle. Thibault planait derrière moi, son souffle chaud sur ma nuque, ses yeux naviguant entre le stylo, ma main et la ligne pointillée. Il vibrait pratiquement de cupidité. « Juste quelques décharges de responsabilité standard, Gérard, » dit-il, sa voix tendue. « On veut s'assurer que les ouvriers sont couverts s'ils glissent sur le toit. » Je me suis ajusté les lunettes, me penchant près du papier. J'ai feint des difficultés à lire les petits caractères, marmonnant à propos de la taille de la police. Moreau a tapé la ligne de signature avec un ongle manucuré. « Juste ici, monsieur Morin », a-t-il pressé. « Juste une formalité pour qu'on puisse faire venir l'équipe demain. » Il pensait m'avoir coincé. Il pensait que j'étais un vieil homme confus, intimidé par le jargon juridique et les sceaux officiels. Il ne savait pas qu'ils étaient assis en face de l'homme qui avait négocié des contrats syndicaux pour la SNCF pendant 20 ans. Je savais lire une pièce mieux qu'il ne savait lire un menu. Je savais que quand un homme est désespéré pour une signature, il arrête de regarder le document et commence à regarder la main qui tient le stylo. Je savais que leur arrogance était leur angle mort. J'ai fouillé dans la poche de mon cardigan pour mon propre stylo, un lourd stylo-plume en laiton que j'utilisais depuis les années 80. Je l'ai laissé tomber. Il a claqué bruyamment sur le parquet, roulant sous la table. « Oh, que je suis maladroit !» ai-je marmonné. Thibault et Moreau se sont tous deux précipités pour le ramasser instinctivement. C'était un réflexe né de l'impatience. Ils voulaient ce stylo de retour dans ma main aussi vite que possible. C'était leur erreur. Dans les 3 secondes où ils étaient penchés, tâtonnant sous la table, ma main gauche a bougé avec la précision d'un piston. J'avais caché un document à moi sous le set de table avant leur arrivée. C'était une seule feuille rédigée par Maître Hélène Rousseau, juridiquement contraignante et notariée. C'était une déclaration de non-responsabilité, stipulant que moi, Gérard Morin, n'acceptais aucune responsabilité pour les dettes ou obligations financières de Thibault Lefebvre, et que tout accord verbal précédent était nul et non avenu. D'un mouvement du poignet, j'ai glissé le contrat d'assurance sur mes genoux et glissé la déclaration sur la table, l'alignant parfaitement avec le post-it que Moreau avait placé. Quand ils ont réémergé, rouge et tenant mon stylo, le paysage de la table avait changé, et ils n'avaient rien remarqué. « Merci, les garçons », ai-je chevroté en prenant le stylo. J'ai plissé les yeux vers le papier, faisant semblant de me concentrer. « Alors, ça dit juste que je ne suis pas responsable des accidents ?» ai-je demandé. « Exactement », a dit Moreau en transpirant. « Maintenant, vous êtes totalement protégé. » J'ai signé mon nom avec un grand geste. Gérard A. Morin. L'encre a coulé lisse et sombre, scellant le destin de Thibault. J'ai tendu le document à Moreau qui l'a attrapé sans regarder, le fourrant dans sa mallette comme si c'était un billet de loterie gagnant. Il n'a pas vérifié. Il était trop pressé de partir pour encaisser sa commission sur une police qui n'existait pas. Thibault m'a tapé sur l'épaule assez fort pour laisser un bleu. « Tu as fait ce qu'il fallait, Gérard, dit-il. »
Maintenant, on peut remettre cette vieille baraque en état. Je lui ai souri. Je suis sûr que tu vas la remettre en état exactement comme tu le voulais, ai-je dit. Il n'avait aucune idée qu'il venait d'assister à un cours magistral de négociation. Il a accompagné Moreau à la porte, célébrant une victoire qui était en fait une défaite totale. J'ai glissé le contrat d'assurance non signé dans mon journal et l'ai emporté dans ma chambre. Preuve. Un autre clou dans leur cercueil. Cette nuit-là, la maison était silencieuse, mais l'air était chargé d'anticipation. Je me suis retiré dans ma chambre tôt, verrouillant la porte, comme c'était devenu mon habitude. Je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai allumé ma tablette, accédant au flux de la caméra du couloir. À 2 heures du matin, la porte de la chambre d'amis s'est ouverte. Nathalie est sortie. Elle portait sa chemise de nuit et ses pantoufles, se déplaçant avec la discrétion d'un chat. Dans sa main, elle tenait une grande bouteille d'huile végétale. J'ai regardé en haute définition alors qu'elle marchait vers le haut des escaliers. Elle est restée là un moment, regardant dans l'obscurité du vestibule. Son visage était illuminé par la pâle lumière de la lune filtrant à travers la fenêtre. Il n'y avait aucune hésitation dans son expression, aucun conflit. Elle avait l'air déterminée. Elle a débouché la bouteille et a commencé à verser. L'huile a glouglé, épaisse et visqueuse, enduisant la première marche, puis la suivante, puis la suivante. Elle a descendu, versant un flot de mort glissante sur les marches en bois. Elle était méthodique. Elle a enduit la rampe aussi, l'essuyant avec un chiffon imbibé d'huile. C'était un piège mortel conçu pour briser des hanches et des nuques. Quand elle a eu fini, elle est retournée furtivement dans sa chambre, fermant la porte doucement. Elle préparait le décor pour l'accident que le contrat d'assurance était censé couvrir. Elle s'attendait à ce que je me réveille tôt comme je le fais toujours pour faire du café. Elle s'attendait à ce que je glisse, dégringole et me brise le cou avant le petit déjeuner. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans mon fauteuil, mes bottes lacées serrées. Ce n'étaient pas mes pantoufles. C'étaient mes vieilles bottes de cheminot équipées de crampons en acier aux semelles, conçues pour accrocher sur la glace et l'huile sur les voies. À 5 heures du matin, j'ai ouvert ma porte. La maison était silencieuse. J'ai marché jusqu'aux escaliers. Je sentais l'huile, une lourde odeur de cuisine qui n'avait pas sa place dans le couloir. J'ai saisi la rampe, la testant. Elle était glissante comme de la glace. J'ai lâché prise. Je n'en aurais pas besoin. J'ai posé le pied sur la première marche. Les crampons en acier ont mordu dans le bois, craquant doucement, traversant l'huile et m'ancrant au chêne massif en dessous. J'ai descendu les escaliers d'une cadence lourde et délibérée. Crac, crac, crac. J'ai laissé des marques, de petites indentations dans le bois qui seraient invisibles à l'œil nu, mais prouvaient que j'avais de l'adhérence. J'ai atteint le rez-de-chaussée en sécurité. J'ai marché jusqu'à la cuisine et j'ai fait un pot de café. Je n'ai pas essuyé les escaliers. Je n'ai pas nettoyé leur désordre. J'ai laissé le piège exactement comme Nathalie l'avait installé. Je me suis assis à la table de la cuisine, buvant mon café, attendant que le soleil se lève. À 7 heures, le réveil de Thibaut a sonné. J'ai entendu le bruit sourd de ses pieds touchant le sol à l'étage. Il était pressé, probablement anxieux de vérifier si j'étais déjà mort, ou peut-être impatient d'appeler les usuriers et de leur dire que l'argent arrivait. Il a ouvert la porte de la chambre. « Gérard » a-t-il appelé, sa voix épaisse de sommeil. « T'es debout » Je n'ai pas répondu. J'ai entendu ses pas lourds se diriger vers les escaliers. Il avançait vite, trop vite. Il a atteint la première marche. J'ai entendu une brusque inspiration d'air suivie du son écœurant d'une chaussure perdant l'adhérence sur le bois. Il y a eu un moment de suspension, une fraction de seconde de silence où la gravité a pris le dessus. Puis le chaos a commencé. Ça ressemblait à un sac de ciment mouillé jeté dans une goulotte. Boum, crac, fracas. Il a touché chaque marche en descendant. Son corps a ricoché contre les murs et la rampe. Il a atterri en bas des escaliers, en un tas juste devant la porte de la cuisine. Il a hurlé. C'était un son aigu et déchirant qui a brisé le calme du matin. Sa jambe droite, celle qui n'était pas déjà endommagée, était pliée à un angle horrible à mi-chemin entre le genou et la hanche. L'os était cassé net, poussant contre le tissu de son pantalon de pyjama. Il se tordait sur le sol,
ses mains griffant inutilement le bois huilé, essayant de trouver une prise, mais ne faisant que glisser davantage. Nathalie est apparue en haut des escaliers, criant son nom. Elle a fait un pas à glisser et s'est rattrapée au chambranle de la porte, évitant de justesse le même sort. Elle a regardé son mari, brisé sur le sol de son propre piège. Je me suis levé de table, ma tasse de café à la main. J'ai marché jusqu'à l'encadrement de la porte et j'ai regardé Thibault. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux remplis d'agonie et de confusion. « Aide-moi » a-t-il haleté. J'ai glissé. C'est tellement glissant. J'ai pris une gorgée de café. « Je t'avais prévenu pour les vieilles maisons, Thibault, » ai-je dit, ma voix calme. « L'entretien est primordial. Tu aurais vraiment dû réparer ces escaliers avant d'essayer de les utiliser. » J'ai enjambé sa jambe cassée, mes crampons craquant sur le sol, et j'ai marché jusqu'au salon pour appeler l'ambulance. Pour la deuxième fois en une semaine, j'étais le seul debout. Pour la deuxième fois en une semaine, l'ambulance s'est éloignée de mon trottoir, laissant le silence dans son sillage. Thibault était parti, hurlant d'agonie avec un fémur cassé comme une brindille sèche. Nathalie est partie avec lui, son visage un masque de panique et d'épuisement, me laissant seul dans la forteresse que j'avais reconquise. La maison semblait différente maintenant. Ce n'était plus un espace partagé de tension, c'était à nouveau mon domaine. J'ai verrouillé la porte et écouté les goupilles s'enclencher. C'était le son du contrôle total. Je ne me suis pas reposé, je n'ai pas célébré. Un ingénieur sait que quand la voie est libre, on ne reste pas au point mort, on accélère. J'avais carte blanche dans la maison pour au moins 24 heures. Thibault aurait besoin d'une opération, et Nathalie devrait jouer le rôle de l'épouse dévouée pour sauver les apparences. C'était ma chance de creuser plus profond, de trouver la pourriture structurelle que je savais cachée derrière le plâtre de leurs mensonges. Je suis retourné dans la chambre d'amis, la scène de ma découverte précédente. Mais cette fois, je cherchais quelque chose de plus personnel que des relevés bancaires. J'avais besoin de comprendre l'esprit de l'ennemi. J'avais besoin de savoir jusqu'où allait la corruption. J'ai commencé un balayage systématique de la pièce. J'ai vérifié les poches, les tiroirs et les espaces derrière les meubles. Sous le lit, poussé tout au fond contre le mur, j'ai trouvé une latte de plancher branlante. Ce n'était pas un défaut structurel. C'était une cachette. Je l'ai soulevée avec le bout de ma canne. À l'intérieur, il y avait un petit sac en velours et un journal relié en cuir. J'ai ouvert le sac d'abord, espérant contre tout espoir y trouver les bijoux de Béatrice, mais il était vide. Ce qu'il avait contenu avait disparu depuis longtemps. J'ai ouvert le journal. C'était l'écriture de Nathalie, les boucles et les courbes que j'avais autrefois aidé à pratiquer à la table de la cuisine, épelant maintenant un récit de cupidité et de ressentiment. Je me suis assis au bord du matelas nu, mes mains tremblant alors que je tirais la lettre. Elle était datée d'il y a 5 ans, 2 semaines avant le décès de Béatrice. « Ma très chère Nathalie », commençait-elle, « je t'écris parce que je sais que mon temps est compté. Ton père est un homme fort. Il est têtu et il est fier comme l'acier avec lequel il avait l'habitude de travailler. Mais l'acier devient cassant quand il fait froid. Quand je serai parti, il sera seul, même s'il ne le dit jamais. Il aura besoin de toi, Nathalie. Il aura besoin de sa fille pour être sa chaleur. S'il te plaît, promets-moi que tu prendras soin de lui. Pas pour son argent, parce que l'argent n'est que du papier, mais pour son cœur. Il t'aime plus qu'il ne s'aime lui-même. Ne laisse pas le monde t'endurcir, ma douce fille. Prends soin de lui et il prendra toujours soin de toi. Avec tout mon amour, maman. » J'ai lu les mots et j'ai senti un coup physique à ma poitrine plus fort que n'importe quel coup de marteau. Nathalie avait cette lettre. Elle l'avait portée avec elle. Elle avait lu le dernier souhait de sa mère, un appel à l'amour et aux soins, et elle l'avait utilisé comme une carte pour l'exploitation. Béatrice lui avait demandé d'être ma chaleur, et à la place, elle avait essayé d'être mon bourreau. La cruauté était si profonde qu'elle m'a coupé le souffle. Elle savait. Elle savait exactement combien elle était aimée, et elle a choisi de le monétiser. Elle a regardé cette lettre et y a vu de la faiblesse, pas de l'affection. Elle a vu une opportunité de manipuler un homme en deuil. J'ai froissé la lettre dans mon poing, le papier craquant bruyamment dans la pièce vide. C'était la preuve finale. Il n'y avait pas de malentendu, il n'y avait pas de désespoir. Il n'y avait qu'une âme tellement pourrie par la cupidité
que même l'amour mourant d'une mère ne pouvait la sauver. J'ai conduit jusqu'au cimetière, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'échymoses de violet et de rouge. Les grilles en fer étaient ouvertes, et j'ai roulé lentement jusqu'à la parcelle sous le vieux chêne où Béatrice reposait. L'herbe était verte et entretenue, un contraste frappant avec le chaos de ma vie. Je suis sorti de la voiture, m'appuyant sur ma canne, la lettre brûlant un trou dans ma poche. Je me suis tenu au-dessus de sa tombe, traçant son nom sur le granit froid. Elle me manquait avec une férocité qui m'a mis à genoux. Sa sagesse me manquait, sa gentillesse me manquait. La façon dont elle aurait su exactement quoi dire pour arrêter tout ça avant que ça commence me manquait. Mais elle était partie, et j'étais là, tenant la preuve de notre échec. J'ai sorti la lettre et l'ai lissée contre la pierre. Je ne pouvais pas la garder. La garder serait honorer un mensonge. Nathalie avait perdu le droit à ses mots au moment où elle avait acheté le poison. J'ai sorti un briquet en argent de ma poche, celui que Béatrice m'avait offert pour notre 25e anniversaire. J'ai fait tourner la molette et la flamme a dansé dans le crépuscule. J'ai tenu le coin de l'enveloppe contre le feu. Le papier a pris rapidement, se recroquevillant noir et orange. J'ai regardé l'écriture disparaître, les mots d'amour se transformant en fumée et en cendres. « Je suis désolé, B », ai-je chuchoté, ma voix se brisant dans l'air silencieux. J'ai essayé. Je lui ai donné tout ce que nous avions, mais elle ne voulait pas de notre amour. Elle voulait notre vie. Tu lui as demandé de prendre soin de moi et elle a essayé de m'enterrer à côté de toi. Pardonne-moi. J'ai laissé le papier brûlant tomber sur la terre, le regardant s'effriter jusqu'à n'être plus que poussière grise. Le vent l'a ramassé et l'a dispersé sur l'herbe. C'est fait, ai-je dit à la pierre. Elle a choisi le diable, B, et j'ai dû l'envoyer en enfer pour me sauver. Pardonne-moi. Je suis resté là longtemps jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, sentant la chaleur du feu s'évanouir de mes mains, les laissant froides et vides. Le lendemain matin, j'étais assis sur mon perron, fixant la rue d'un regard vide, quand une petite berline fiable s'est garée dans mon allée. Ce n'était pas une voiture de police ou la citadine d'un avocat. C'était une Renault, poussiéreuse et pratique. Une jeune femme en est sortie. C'était Maya, l'assistante sociale, qui avait été assignée pour gérer le dossier de l'enfant à naître de Nathalie et aider avec l'enquête pour maltraitance des personnes âgées. Elle était jeune, à peine 30 ans, avec des yeux vifs et intelligents et une attitude qui rayonnait d'une force tranquille. Elle portait un dossier, mais elle ne marchait pas avec la foulée officieuse d'une bureaucrate. Elle marchait comme une voisine. « Monsieur Morin » a-t-elle appelé en approchant du perron. « J'espère que je ne vous dérange pas. » Je n'ai pas répondu immédiatement. J'étais fatigué des gens. J'étais fatigué des dossiers et des questions. Mais Maya n'a pas attendu d'invitation. Elle a monté les marches et s'est assise dans le fauteuil à bascule à côté du mien. Elle n'a pas ouvert le dossier. Elle m'a juste regardé. « J'ai vérifié l'annonce de la maison, » dit-elle doucement. « J'ai vu que vous l'avez mise en vente. » J'ai hoché la tête. « Trop d'espace, ai-je dit. Trop de fantômes. » Elle a souri, une expression authentique qui atteignait ses yeux. « Je comprends, mais je suis aussi venu vous dire autre chose. Le procureur m'a parlé du don. La Fondation Béatrice Morin. C'était une chose incroyable que vous avez faite. La plupart des gens auraient acheté un yacht. Je l'ai regardé. Je n'aime pas les bateaux, ai-je grommelé. Maya a ri. Eh bien, je travaille avec beaucoup de jeunes, monsieur Morin. Des jeunes dans le système. Des jeunes qui sortent des foyers et n'ont nulle part où aller. Ils sont intelligents et ils sont forts, mais ils n'ont personne dans leur coin. Ils n'ont pas d'héritage. Je l'ai regardé correctement alors, voyant le feu dans ses yeux. Cela me rappelait Béatrice. « Qu'est-ce que vous proposez, Maya ?» ai-je demandé. Elle s'est penchée en avant. « Vous avez des ressources, monsieur Morin, mais plus important encore, vous avez de l'expérience. Vous savez comment construire des choses. Vous savez comment repérer une fissure dans les fondations. J'ai des étudiants qui ont besoin de bourses, oui, mais ils ont aussi besoin d'un mentor. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur enseigner que le caractère compte plus que l'argent. Je pense que vous avez besoin d'un nouveau projet, et je pense qu'ils ont besoin de vous. » J'ai regardé la rue vide, puis Maya. Une nouvelle voie, une nouvelle ligne. Ce n'était pas une famille, mais c'était un début. 6 mois plus tard, j'étais debout sur le balcon de mon nouveau penthouse,
regardant le soleil descendre sous la skyline lyonnaise. La vue était panoramique, une étendue balayante de verre et d'acier qui était à des années-lumière de la rue humide bordée d'arbres où j'avais vécu pendant 4 décennies. J'avais vendu la vieille maison. La fondation s'était occupée des détails, la vendant à un promoteur qui l'a démolie en une semaine. J'ai regardé la démolition depuis ma voiture, ressentant un étrange sentiment de soulagement alors que les murs s'effondraient. Les souvenirs, les fantômes, l'odeur persistante de trahison, tout était enterré sous des tonnes de terre rouge de France. Je n'ai pas porté le deuil. J'avais simplement déplacé ma gare. Mon nouvel appartement était un testament à la vie que je m'étais refusé. Sols en marbre, haut plafond, et une cuisine équipée pour un chef, bien que je prépare encore mes propres repas simples. Je portais des costumes sur mesure chaque jour maintenant, non pas parce que je le devais, mais parce que je respectais l'homme dans le miroir. J'avais gardé assez de ma fortune pour vivre comme un roi pour le reste de mes jours. La fondation Béatrice Morin prospérait, financée par le gros de ma richesse, mais mes comptes personnels étaient encore assez robustes pour m'assurer que je n'aurais jamais à m'inquiéter du prix de l'essence ou du coût d'une bonne bouteille de vin. J'avais 72 ans, mais je me sentais plus jeune qu'à 60 ans. Le poids de la tromperie avait disparu, remplacé par la légèreté de la liberté. Mes matins n'étaient plus remplis de crainte ou de suspicion. Ils étaient remplis de buts. Je conduisais ma nouvelle berline, un élégant modèle allemand qui ronronnait comme un chat content, jusqu'au centre communautaire où Maya avait installé son bureau. Je n'étais pas qu'un donateur, j'étais un participant. Je m'asseyais dans une salle de classe remplie de jeunes visages, des jeunes du système d'aide sociale, des jeunes à qui on avait dit toute leur vie qu'ils n'étaient que des statistiques. Je leur enseignais l'ingénierie, la physique de la tension et de la compression, mais surtout je leur enseignais la résilience. Je leur montrais comment lire un plan et comment concevoir une vie capable de résister à une tempête. Ils m'appelaient « Monsieur Gérard ». Ils m'écoutaient. Ils me posaient des questions non pas sur mon argent mais sur ma vie. Il y avait un garçon nommé Karim, 18 ans, vif comme l'acier, mais en colère contre le monde. Il me rappelait moi-même à cet âge. Je l'ai pris sous mon aile. Je lui ai montré comment faire un nœud Windsor. Je l'ai aidé à remplir ses dossiers d'inscription à l'université. Quand il a reçu sa lettre d'acceptation à l'INSA Lyon, il ne m'a pas demandé de voiture. Il m'a serré la main et m'a regardé dans les yeux et a dit « Merci ». Cette poignée de main valait plus que n'importe quelle carte de fête des pères que j'avais jamais reçue de Nathalie. Elle était honnête, elle était méritée. J'ai réalisé alors que la famille n'est pas une question d'ADN. C'est une question de valeurs partagées. C'est une question de présence. J'avais construit une nouvelle famille à partir de rien, brique par brique, tout comme j'avais construit ma carrière. Mais le passé a une façon d'essayer de se frayer un chemin de retour dans le présent. C'est venu sous la forme d'un appel en PCV un mardi après-midi. J'étais dans mon bureau à examiner des candidatures de bourse quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait « Centre pénitentiaire ». Je savais qui c'était. J'aurais pu laisser aller sur la messagerie vocale. J'aurais pu bloquer le numéro sur le champ. Mais la curiosité est une force puissante et peut-être qu'une petite partie de moi voulait entendre le son des conséquences. J'ai accepté l'appel. Papa. La voix de Nathalie est passée à travers la ligne, minuscule et déformée par le logiciel d'enregistrement du système pénitentiaire. Elle semblait petite, dépouillée de son arrogance habituelle. J'ai attendu. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste écouté sa respiration. « Papa, tu es là ?» a-t-elle demandé, une note de panique dans son ton. « Je suis là, Nathalie », ai-je dit, ma voix plate. « Qu'est-ce que tu veux ? J'ai besoin d'argent », s'est-elle empressée de dire, les mots se déversant en un flot désespéré. « La cantine est chère, papa. J'ai besoin de shampoing. J'ai besoin de timbre. La nourriture ici est horrible. Je perds du poids. S'il te plaît, mets juste quelques centaines sur mon compte. C'est rien pour toi. Tu as des millions. Tu vis dans un penthouse maintenant. Je l'ai vu aux infos. Tu peux te le permettre. » Elle n'avait pas changé. Pas vraiment. Elle comptait encore mon argent. Elle se sentait encore y avoir droit. Elle n'appelait pas pour s'excuser, elle n'appelait pas pour demander comment j'allais. Elle appelait parce qu'elle avait faim
et qu'elle pensait que j'étais encore son distributeur automatique. Elle pensait que le temps et la distance m'auraient adouci, que sa souffrance déclencherait ma culpabilité. Mais elle avait oublié à qui elle parlait. Elle parlait à l'ingénieur. Et un ingénieur sait qu'on ne colmate pas une fuite dans un barrage, on condamne la structure. Je me suis calé dans mon fauteuil en cuir, regardant les lumières de la ville. « Tu veux de l'argent, Nathalie ?» ai-je demandé. « Oui, s'il te plaît », a-t-elle pleuré. « Juste un peu. »« D'accord, ai-je dit. Voilà ce que tu fais. La Fondation a un programme de bourse. C'est ouvert à tous, même aux détenus, qui montrent un véritable désir de réhabilitation. Remplis une candidature. Écris une dissertation sur la responsabilité personnelle. Obtiens 3 lettres de recommandation de tes surveillantes, prouvant ta bonne conduite. Si le conseil l'approuve, nous t'enverrons une allocation pour des livres et des produits d'hygiène. Il y a eu un silence stupéfait sur la ligne. Une candidature, a-t-elle craché, sa voix redevenant méchante. Tu veux que je fasse une demande pour mon propre argent? Ce n'est pas ton argent, Nathalie, ai-je dit, ma voix se durcissant. Ça ne l'a jamais été. Il appartient à la Fondation et la Fondation ne soutient que ceux qui le méritent. Tu as eu un passe-droit pendant 32 ans et tu as essayé de tuer le chauffeur. Maintenant, tu dois marcher. Écris la dissertation, Nathalie, ou pas. C'est toi qui décides. Tu es un monstre, a-t-elle hurlé. J'espère que tu mourras seule. Je suis déjà mort, Nathalie, ai-je dit calmement. Le père que tu connaissais est mort la nuit où tu as empoisonné sa soupe. L'homme à qui tu parles maintenant n'est qu'un donateur, et ce donateur est occupé. J'ai raccroché le téléphone. Je ne me suis pas senti triste. Je ne me suis pas senti en colère. J'ai senti la clôture. J'ai tapé sur le bouton « Bloquer l'appelant » sur mon écran. C'était une petite action numérique, mais elle donnait l'impression de claquer une lourde porte en fer et de tourner la clé. J'en avais terminé. Je suis retourné aux candidatures de bourse. J'ai pris la suivante dans la pile. C'était d'une fille nommée Sarah qui voulait devenir architecte. Elle écrivait sur la construction de maisons pour les sans-abri, sur la création d'espaces sûrs et durables. J'ai souri. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit approuvé dans la marge. C'était mon héritage maintenant. Pas une fille qui voulait m'enterrer, mais une génération que je pouvais aider à s'élever. Je suis Gérard Morin. J'ai 72 ans et je ne fais que commencer. L'air à l'intérieur de la brasserie Georges était frais et sentait le cuir vieilli et le steak coûteux, une odeur qui signalait le succès à Lyon. J'étais assis en bout d'une longue table en acajou, mais cette fois, je n'étais pas entouré de gens qui attendaient que je meure. J'étais entouré de gens qui commençaient juste à vivre. À ma droite était assise Maya, l'assistante sociale qui m'avait aidé à naviguer les décombres de mon ancienne vie et à construire les fondations de ma nouvelle. À ma gauche était Karim, le jeune homme vif du système d'aide sociale qui obtenait maintenant une moyenne de 16-20 en ingénierie à l'INSA Lyon. En face de lui était Sarah, l'étudiante en architecture qui voulait construire des maisons pour les sans-abri. Il y avait 6 étudiants en tout, mes boursiers, mon héritage. Nous célébrions la fin de leur premier semestre et le lancement du nouveau programme de mentorat de la Fondation. L'ambiance était légère, remplie du genre de rire authentique qui ne peut être acheté ou simulé. Karim racontait une histoire sur son professeur de thermodynamique, un homme qui apparemment détestait les anglicismes plus que les défaillances structurelles. J'écoutais, hochant la tête et souriant, sentant une chaleur dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le château Margaux que je buvais. C'était ce qui m'avait manqué pendant 40 ans. C'était l'échange d'idées, la transmission du flambeau. Nathalie et Thibault ne m'avaient jamais questionné sur mon travail ou ma vie. Ils ne m'interrogeaient que sur mon compte en banque. Ces jeunes me demandaient comment calculer les ratios de charges et comment naviguer la politique de bureau. Ils buvaient de mon expérience comme de l'eau dans un désert. J'ai regardé Maya. Elle a levé son verre dans un salut silencieux. Elle savait ce que cela signifiait pour moi. Elle savait que je n'écrivais pas seulement des chèques, je réécrivais ma fin. Le serveur s'est approché de notre table. Un jeune homme en veste blanche impeccable, se déplaçant avec l'efficacité silencieuse d'une machine bien huilée. Il a débarrassé les assiettes d'entrée et a fait signe pour le plat suivant. « Mesdames et messieurs, a-t-il annoncé, sa voix lisse et professionnelle, pour le deuxième service,
Le chef a préparé son plat signature, un velouté de fruits de mer aux herbes fraîches avec un filet d'huile de truffe. La pièce a semblé se figer. Le rire est mort dans la gorge de Karim. Sarah a posé son verre d'eau avec un cliquetis sec. Maya s'est raidie, ses yeux se portant instantanément sur mon visage. Ils savaient tous. L'histoire de la soupe empoisonnée avait été la pièce maîtresse du scandale qui avait secoué la communauté. C'était le détail qui avait fait basculer l'opinion publique de la curiosité à l'horreur. Le velouté de fruits de mer n'était pas qu'un plat au menu, c'était une arme. C'était le symbole de la trahison de ma fille. Le serveur, inconscient de la tension soudaine, a commencé à placer les bols à rebord large devant nous. La vapeur montait, portant le riche arôme de crème et de sel marin. Ça sentait exactement comme la soupe que Nathalie avait préparée. Karim avait l'air prêt à intercepter le serveur. « Monsieur Gérard, a-t-il commencé, sa voix tendue, vous n'êtes pas obligé de manger ça. On peut le renvoyer. On peut commander autre chose. » Sarah avait l'air pâle, repoussant son bol comme s'il était radioactif. Maya a tendu sa main planant au-dessus de mon bras, prête à m'arrêter. « Gérard, dit-elle doucement, c'est bon. » J'ai regardé le bol assis devant moi. Il était blanc, immaculé et innocent. J'ai regardé les visages autour de la table. Ils étaient terrifiés pour moi. Ils me protégeaient. Ils étaient en colère en mon nom. C'était un contraste saisissant avec la nuit où j'étais assis en face de Thibaut, le regardant enfourner du poison dans sa bouche, pendant que ma fille observait avec une froide anticipation. Ces gens, des étrangers il y a 1 an, se souciaient plus de mon bien-être que ma propre chair et mon propre sang ne l'avaient jamais fait. J'ai pris ma cuillère. L'argent était frais et lourd dans ma main. J'ai regardé Karim qui serrait le bord de la table. J'ai regardé Maya qui retenait son souffle. J'ai souri. Ce n'était pas le sourire froid et terrifiant que j'avais donné à Nathalie dans la salle d'interrogatoire. C'était un sourire authentique, un sourire de paix. « C'est juste de la soupe, Karim », ai-je dit, ma voix stable. La cuillère a plongé dans le liquide crémeux brisant la surface. Je l'ai porté à mes lèvres. La pièce retenait son souffle. Je l'ai goûté. C'était riche, savoureux et chaud. Ça avait le goût de crème et de fruits de mer et d'huile de truffe. Ça n'avait pas le goût de métal. Ça n'avait pas le goût de tranquillisant pour chevaux. Ça n'avait pas le goût de la mort. J'ai avalé. J'ai pris une autre cuillerée. Puis j'ai levé les yeux vers eux, mes yeux pétillants. « Ça manque un peu de poivre », ai-je dit. La tension dans la pièce s'est brisée comme une fièvre. Karim a laissé échapper un souffle qu'il avait retenu pendant 10 secondes. Sarah a gloussé nerveusement. Maya a souri, secouant la tête d'incrédulité. « Vous êtes un homme solide, Gérard Morin, a-t-elle dit. J'ai continué à manger, savourant chaque bouchée. J'ai essuyé le bol avec un morceau de pain croûté, tout comme Thibaut l'avait fait, mais je l'ai fait avec la grâce d'un homme qui n'a rien à craindre. J'ai posé ma cuillère et essuyé ma bouche avec la serviette en lin. J'ai regardé mes boursiers, ma famille. Vous savez, ai-je dit en me calant dans mon fauteuil, j'avais l'habitude de détester cette soupe. Pas à cause du goût, mais à cause de ce qu'elle représentait. Elle représentait mon aveuglement. Elle représentait le moment où j'ai réalisé que ma fille me voulait mort. Mais ce soir, elle a un goût différent. Karim m'a demandé « Pourquoi, monsieur Gérard ?» Je l'ai regardé dans les yeux. « Parce que la meilleure soupe est celle qui n'a pas le goût de la trahison, ai-je dit. Ce soir, elle a le goût de la liberté. Ce soir, elle a le goût de la compagnie. Ce soir, elle a le goût de la victoire. » Nous avons terminé le repas avec des rires et des histoires. Nous avons parlé jusqu'à ce que le restaurant commence à se vider et que les bougies brûlent bas. J'ai payé l'addition avec ma carte noire, laissant un généreux pourboire au serveur pour un service qu'il ne savait pas symbolique. Nous sommes sortis dans la fraîche nuit lyonnaise, les lumières de la ville scintillant autour de nous comme des diamants sur du velours noir. Le voiturier a amené ma voiture, le moteur ronronnant doucement. Les étudiants m'ont serré dans leurs bras un par un. « Merci, monsieur Gérard, a dit Sarah. Je vous enverrai les plans par mail lundi. Je n'attends rien de moins, ai-je répondu. Karim m'a serré la main, sa poigne forte et honnête. À la semaine prochaine, monsieur. J'y serai, fiston. Maya m'a serré dans ses bras en dernier. Vous avez bien fait, Gérard, a-t-elle chuchoté. Vous l'avez reconquis. J'ai hoché la tête. C'est fait.
Ils sont partis dans leur voiture modeste, retournant à des chambres universitaires et des appartements remplis de rêves et de manuels. Je suis resté sur le trottoir un moment, seul, mais pas solitaire. Je me suis retourné pour regarder la grande vitre du restaurant. Les lumières intérieures s'atténuaient, reflétant la scène de rue vers moi. J'ai vu mon reflet. J'ai vu un grand homme français en costume impeccablement taillé, debout, droit et fort. La canne était dans ma main, mais je ne m'appuyais pas dessus. Je la tenais comme un sceptre. Mes cheveux étaient gris. Mon visage était marqué par 72 ans de vie, mais mes yeux étaient clairs. Il n'y avait pas de peur dedans. Il n'y avait pas de tristesse. J'ai regardé l'homme dans la vitre et je l'ai reconnu. Il n'était pas la victime de maltraitance des personnes âgées. Il n'était pas le père Dupé. Il était Gérard Morin, l'ingénieur. Il était l'homme qui avait bâti une fortune à partir de rien. Il était l'homme qui avait survécu à une tentative de meurtre et démantelé un complot criminel sans lever le petit doigt dans la violence. Il était l'homme qui avait transformé une tragédie en héritage. J'ai pensé à Nathalie assise dans sa cellule portant une combinaison qui lui grattait la peau, mangeant une nourriture au goût de carton. J'ai pensé à Thibaut boitant dans la cour de la prison, regardant par-dessus son épaule pour le reste de sa vie. Et puis je les ai laissés partir. Ils faisaient partie de l'ancienne structure, un bâtiment condamné que j'avais démoli pour faire place à une nouvelle construction. J'ai levé ma main vers mon reflet, un salut silencieux aux survivants. J'avais traversé le feu et j'en étais sorti de l'autre côté, non pas en cendres, mais en acier. J'étais vieux, oui, mon temps était plus court qu'il ne l'avait été, mais le temps qu'il me restait m'appartenait. Il appartenait à la fondation. Il appartenait à Karim et Sarah et Maya. Il appartenait à la vérité. Je me suis détourné de la vitre et suis monté dans ma voiture. Je l'ai mise en marche et j'ai roulé vers mon Pentus, vers la skyline, vers l'avenir. La route devant était claire. Les rails étaient solides. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était moi qui conduisais le train. La vie nous enseigne que le sang n'est que de la biologie, pas une destinée. Pendant des décennies, j'ai cru que mon devoir de père exigeait un sacrifice sans fin, même face à l'ingratitude. J'avais tort. La vraie famille ne se construit pas sur l'obligation génétique, mais sur le respect mutuel, la loyauté et les valeurs partagées. Quand vous permettez aux gens de vous maltraiter simplement parce qu'ils portent votre nom, vous ne les protégez pas. Vous encouragez leur corruption. Ma plus grande victoire n'a pas été de sauver ma fortune. C'était de reconquérir ma dignité. Nous devons avoir le courage d'élaguer les branches mortes de notre arbre généalogique pour que de nouvelles relations saines puissent enfin fleurir. Si vous êtes d'accord que le respect doit être mérité indépendamment de l'ADN, cliquez sur le bouton s'abonner. Et dites-moi dans les commentaires, les auriez-vous pardonnés ou ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient?